Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Africa Europa, nous discutons du rôle de la culture en tant que vecteur de développement en Afrique. Avec Ousmane Kaba. Ousmane, bonjour. Bonjour, Mona. Nous invitons sur le plateau l'eurodéputé Charles Goerens. Bonjour. Bonjour. Bacho Mouna, pianiste, auteur, compositeur. Bonjour. Bonjour. Et David Foka, administrateur de la Maison de l'Afrique au Luxembourg. Bonjour. Bonjour. Mais avant d'entamer notre discussion, je vous propose de regarder ce court extrait. Moi, je suis aussi d'origine étrangère, je dirais, par mon nom en tout cas, mais je suis belge et européen. Mais la question, c'est la question de qui suis-je, la personnalité, quelle est mon identité. Et pour moi, les jeunes, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient de l'extérieur, qu'ils vivent en Afrique, quand s'ils sont en voyage et qu'ils voient la télévision, que voient-ils? Ils voient des émissions de télévision, des reportages d'actualité qui sont extrêmement lucides et sévères sur l'Afrique en particulier. Ils ne voient très peu de moments valorisants dans lesquels on met en valeur des personnages, à part peut-être en football ou en autre. La plupart de l'Afrique n'existe pas, en tout cas dans les médias, ou très peu. Il y a quelques efforts. Donc c'est un problème, parce que sur quoi je vais bâtir mon identité, mon apport? Or, ils ont beaucoup de raisons d'être fiers aussi de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont été, de ce qu'ont été, sur le plan positif. Donc le problème, pour moi, c'est l'identité positive. Est-ce que les médias, est-ce que dans la diversité positive, les apports des autres cultures, que ce soit africaines ou autres, hein, mais voilà. Charles Goerens, alors la culture fait partie de l'identité. Aujourd'hui, elle est de plus en plus reconnue comme un des principaux vecteurs de développement. La plupart des pays ici en Europe ont développé leur société en se basant sur les valeurs culturelles. Est-ce que l'Europe appuie le développement économique en Afrique dans ce sens? Elle le fait à divers degrés. Il y a beaucoup de pays d'États membres de l'Union européenne qui ont des projets spécifiques. L'Union européenne a fait sienne aussi la promotion des échanges culturels. De toute façon, si l'Europe ne le faisait pas, il serait temps qu'elle le fasse. Je crois que c'est Malraux qui a dit, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Malraux qui a dit la culture, c'est ce qui transforme une journée de travail en une journée de vie. Alors, travail et vie, ça va ensemble. Hein. On ne peut pas voir l'un sans l'autre. L'Afrique a besoin des deux, comme nous avons besoin des deux. Et surtout, ce qu'on dit aussi, ce fameux sujet de Bach que vous avez en mémoire. La culture, c'est tout ce qui reste quand on a tout oublié. Oui. Ouais. Et alors, au niveau de l'Afrique, quand on voit ça, vous avez été ministre du Développement. Et comment voyez-vous l'exemple, par exemple, de pays émergents aujourd'hui, mais qui s'imposent, comme la Chine, ou bien des pays, donc, comme on appelle les BRICS, quoi, comme le Brésil, qui mettent la culture au devant? Alors que, dans les relations Afrique-Europe, la culture n'était pas tellement le vecteur principal. Oui, mais il y a des similitudes dans le regard sur le monde qu'ont les Africains avec les Européens. C'est dû à divers facteurs historiques que je ne vais plus détailler. D'un autre côté, je crois qu'il faut faire une distinction quand même entre la Chine et le Brésil, par exemple, deux pays que vous avez évoqués. La Chine, pour ainsi dire, n'avait aucune conditionnalité dans ses rapports avec l'Afrique. Sa seule conditionnalité, au début, c'était la non-reconnaissance de Taïwan. Et puis, c'est un pays qui est axé avant tout sur la sécurisation de son approvisionnement en énergie et en métaux. Donc, pour la Chine, la culture n'a jamais été une priorité. Mais je me souviens quand, par contre, le Brésil est dans un réseau d'influence et d'interaction avec les pays lusophones en Afrique. Et donc là, il y a une proximité tout naturelle hein, qui explique que le Brésil est plus présent. Quant à l'Europe, elle est très présente. N'oublions pas que déjà aujourd'hui, la République démocratique du Congo est le premier pays francophone du monde. Alors, quand je ne fréquente pas le Congo, mais les quelques rares occasions que j'étais là, j'ai vu un tas de gens qui s'intéressent à tout, à la politique, à la culture. Il y a là une volonté d'expression
qui, lorsqu'elle s'articule dans la littérature, dans le cinéma, à la télévision, dans les divers arts, hein, c'est une richesse culturelle incommensurable. Alors on verra que le français, en cheminant à travers l'Afrique, reviendra très enrichi en Europe. Donc ça, c'est le brassage des cultures qui s'exprime notamment dans une même langue, qui va faire une des richesses de demain. Tout à fait, mais qui pose aussi l'autre problème, l'autorisation ou bien l'appropriation des langues nationales dans un continent comme l'Afrique. Là, il y a un problème. Il y a aussi un problème qui est souvent passé sous silence. Que je sache, l'Internet n'a pas que des avantages en Afrique. La culture qui a été transmise de façon orale d'une génération à l'autre est quand même en train de faire un peu les frais de l'informatisation parce qu'on n'a plus besoin des vieux. Hein? On trouve tout ce qu'on veut sur Internet et les originalités que transmettaient les vieux du village d'une génération à l'autre ne sont pratiquement plus utilisées. Donc il y a là des gens qui ont l'impression qu'on n'a plus besoin d'eux ou d'elles. Et ça, c'est bien dommage. Hein, parce qu'il y a là un trésor à exploiter. Oui, à inventorier et à exploiter. Donc il faut que tout soit écrit. Je crois que c'est Ampateba qui avait dit en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Effectivement. Vous avez raison. David Foucault, vous êtes justement administrateur de la Maison d'Afrique au Luxembourg. Vous êtes président des associations africaines du Luxembourg. Vous avez même failli être maire de la capitale du Grand-Duché du Luxembourg en 2011, si je ne me trompe pas. Alors, pouvez-vous nous parler de vos activités, de votre implication dans la promotion de la culture et peut-être donner votre point de vue par rapport à ce que M. Charles Goerens vient d'avancer? Oui, notre héros député Charles Goerens, que je connais très bien, a très bien évoqué ce fait culturel. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de mettre en place cette maison de l'Afrique au Luxembourg et aussi pour mettre en place les structures africaines. C'est pour ça que vous me voyez en tenue africaine aujourd'hui, pour montrer un peu cette africanité-là, cette Afrique que nous avons perdue, parce que le malheur de l'Afrique aujourd'hui, c'est sa rencontre avec l'Occident. N'oublions pas cela. Parce que voilà, vous voyez, on parle de développement. Le développement va avec la culture. Et en Afrique, c'est presque ce qu'on appelle le chemin de Kanoussa. Nous avons perdu notre culture à cause de cette rencontre avec l'Occident. Nous avons perdu les langues, nous avons perdu même nos noms, parce que les noms ne sont plus articulés comme dans notre culture. Et voilà, donc ce fait culturel nous amène à dire que vraiment, je vois peut-être le verre à moitié plein. Donc c'est pour ça que nous prenons... Nous, quand je dis nous, je parle de nous, de la diaspora. Nous avons pris maintenant les taureaux par les cornes. Nous sommes en train de mettre en place des structures culturelles pour que cette jeune génération, ceux qui naissent aujourd'hui en Europe, puissent se réapproprier de la culture africaine. Moi-même, je ne fais pas un retour aux sources, mais je fais un recours aux sources, parce qu'un retour aux sources paraît presque impossible. Regardez un peu, tous les pays qui sont en développement aujourd'hui sont partis à partir de leur culture. Regardez la Chine aujourd'hui. La Chine a imposé son art culinaire partout dans le monde. Et la Chine a imposé aussi, est en train d'imposer aussi l'art vestimentaire. Et c'est à partir de là que la richesse suit. Mais qu'est-ce que nous autres Africains nous apportons au monde aujourd'hui? Et pourtant, M. Foucault, vous voyez bien, au niveau de l'Afrique, je vais vous citer 3 noms. 3 grands présidents, mais en tout cas de par leur âge et par leur position de l'époque. Je parle de Nelson Mandela, qui a été président. Oui. Le docteur Neto en Angola. Oui. Et le président Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Oui. Tous ces 3 présidents ont eu comme élément principal le vecteur culturel. Et Senghor disait...
la culture est au début et à la fin du développement. Exactement. Et en 1966, le Festival international des arts nègres à Dakar, oui, mais qui n'a pas pu être repris que à la fin des années 70, où ça, à Lagos. Vous voyez, il y a comme une négligence, une sorte de reculade. Comment expliquez-vous ça? Avec aujourd'hui la nouvelle diaspora qui est là, que vous représentez, cette Maison d'Afrique peut représenter quoi pour faire cette renaissance dont parlait l'honorable? Il n'y a pas cette volonté de reprendre notre culture, alors que le développement va aller à partir de notre culture. Vous voyez, les chefs traditionnels n'ont plus aucune valeur, parce qu'ils sont instrumentalisés par la plupart des gouvernements, parce qu'ils sont des auxiliaires, on les appelle même des auxiliaires d'administration, alors que ça ne devrait pas être le cas, non. Parce que ce sont les gardiens de la tradition africaine, dont l'Afrique se meurt à cause de cette rencontre dont je vous ai parlé. Donc aujourd'hui, nous, de la diaspora, nous sommes en train de mettre sur pied quelque chose de formidable et je crois que ça va marcher. C'est quoi? Parce que il nous faut de l'argent pour les cultures. Regardez, partout en Afrique, dans tous les pays africains, il n'y a plus de salle de cinéma. Il n'y en a plus. La seule salle de cinéma au Cameroun se trouve que c'est Bolloré qui l'a construit. Et ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc on ne peut même plus avoir accès à cela. Donc ce que la diaspora est en train de mettre en place pour que peut-être que cette culture revive, c'est que nous sommes en train de créer un fonds d'investissement aujourd'hui. Ce fonds d'investissement sera basé, ce sera un fonds d'investissement de la diaspora. Ce fonds d'investissement sera basé au Luxembourg. Pourquoi au Luxembourg? Parce que c'est un pays qui n'a pas de passé colonial. Donc voilà, parce que je vous parlais tout à l'heure de cette rencontre qui a été un malheur pour l'Afrique. Parfois, il est mieux de ne pas avoir de passé du tout. Hein. Voilà. Donc, il n'a pas de passé colonial. Donc, nous mettons en place ce fonds d'investissement pour la diaspora. Et ce fonds d'investissement sera le fruit de notre propre cotisation de toute la diaspora. Parce qu'actuellement, nous sommes 16 millions dans les 28 pays de l'Union européenne. Les 16 millions doivent se mettre ensemble pour sauver l'Afrique. C'est possible. Parce que, vous voyez, l'argent que ces 16 millions donnent pour l'aide à l'Afrique, ça dépasse 3 fois l'aide que l'Union européenne accorde pour l'Afrique en un an. Et donc, nous pouvons développer l'Afrique, nous pouvons faire quelque chose et nous savons où développer par la culture d'abord. Et ce qui n'est pas le cas pour les multinationales qui vont en Afrique, plutôt pour l'exploitation. Donc, ce que nous allons faire, nous allons mettre l'argent en place. Donc, c'est-à-dire qu'on prend les 100 000 premières personnes qui vont cotiser chacun 500 €. Et ça va nous faire quelque chose d'une 50 millions d'euros en un coup pour notre fonds d'investissement. Et ça, nous allons le déposer à la BAD pour que ça soit une garantie souveraine. Avec cette garantie souveraine, on peut faire la levée de fonds pour 10 fois plus. Et avec ça, maintenant, on peut se mettre sur le grand chemin le grand chemin de développement par notre culture. Créer des salles de cinéma, faire revivre notre culture par nos chefs traditionnels. Parce que l'Afrique doit reprendre en main son développement, surtout culturel, surtout par les chefs traditionnels. Moi, je crois à ça. Est-ce que je peux dire un mot? Oui, bien sûr. Je crois que vous êtes un peu trop modeste en sous-estimant l'influence, l'impact de la culture africaine sur le reste du monde. La musique américaine, elle vient d'où? Elle est fortement imprégnée quand même par les immigrants africains. Et c'est une musique qui domine la planète entière. Donc, à travers les États-Unis, nous avons eu notre part à la culture africaine, qui, en s'enrichissant aux États-Unis, grâce à l'apport de vos immigrants, a finalement contribué à propager ce que ressentent au plus profond d'eux-mêmes les Africains. Mais ce que j'aimerais ici, j'aimerais plutôt que notre culture ne soit pas une culture juste d'exportation, et que ce soit une culture qui nourrisse son peuple. D'enrichissement. D'enrichissement. Oui, oui. Je voudrais que ces jeunes qui sont restés se disent que oui, nous pouvons vivre de notre culture. Donc c'est ça notre objectif aujourd'hui. Justement, même Michael Jackson s'est inspiré de Manu Dibango. De Manu Dibango, justement, de André Marie Talla. Voilà. Mais avant justement de passer à Bachot, je vous propose d'abord de regarder ce court extrait qu'il introduit.
Thank you so much. Thank you so much. Very much appreciate you guys. Thank you. Thank you. Thank you so much for taking the time to come and see us. Thank you very much. My pleasure. Okay, thank you guys. Go and get some lunch. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Some people go behind, some people go front. Yeah. 1, 2, 3, smile. One more. Thank you. Thank you. De ville en ville, tout me bouscule. La foule, les derniers mots que tu m'as dit. Les sirènes hurlent, les taxis klaxonnent. Ça résonne dans ma tête comme des basses dans la crasse de ces rues sans âme. De ville en ville, je me loin de toi, tu me loin de moi. Bon, si je peux me permettre, cette discussion est très intéressante. En fait, j'ai toujours un point de vue comme acteur de terrain. Je vais aborder un peu dans le sens. Mais je pense qu'on a un gros problème. Le problème, effectivement, est que l'Occident qui exporte, vous avez parlé tout à l'heure de la collaboration entre l'enrichissement, il n'y a pas un enrichissement mutuel. En fait, ce que je constate, c'est qu'on importe la culture en Europe, on va l'imposer en Afrique, et on crée des structures qui ne permettent pas aux Africains de se développer. En fait, étant même ici en Europe, parce que moi je suis confronté à ce même problème, il y a des subsides partout ici, on vous dit c'est pour tout le monde, je suis belge. Ben, tu vas déposer tes documents, tu vas t'entendre recevoir des lettres, un peu, je considère comme des lettres d'insulte pour une personne comme moi, qui vont te dire ce que vous faites ne vous correspond pas à notre... donc, vous n'avez jamais accès à ces subsides. Vous devez continuer à vous débattre pour arriver à ce niveau. Donc, je crois que la culture... Déjà, il faut avoir des gens qui comprennent l'importance de la culture sur place. On peut envoyer des millions, ça va être dilapidé très rapidement. Donc, il faut qu'il y ait des gens intelligents qui ont un souci et surtout qui savent permettre et qui ont une connaissance de comment ça se développe, ces structures, et qui ont donc à cœur d'insuffler cette énergie aux jeunes qui sont sur place. Bien sûr qu'on a besoin d'argent pour ça. Mais on a besoin, on vous parler des salles de cinéma, c'est bien une salle de cinéma, mais il faut des productions qui vont dans ces salles de cinéma. Donc il faut trouver des acteurs qui vont produire, il faut des structures de production qui correspondent à l'esprit africain, donc qui ne soient pas édulcorées. Il faut, par exemple, au niveau de la musique, il faut des industries musicales. Je veux d'abord vous introduire, justement, on a vu que vous êtes pianiste, chanteur, auteur, compositeur, donc vous êtes... Je suis aussi producteur. Voilà, producteur. En Europe, vous êtes un des seuls d'origine africaine. Aujourd'hui, vous sillonnez le monde. On vous a vu donc dans la petite capsule à Hong Kong. Expliquez-nous un peu ce que vous faisiez à Hong Kong. Ben, j'étais à Hong Kong parce que j'avais de spectacles à Hong Kong. Donc, quand j'arrive dans les endroits, il y a des gens qui m'entourent. Et puis, finalement, il y a des gens qui m'ont abordé, qui faisaient partie de cercle d'amis de la production, qui m'ont amené là sur place pour dire, écoute, est-ce que tu ne veux pas, parce que pendant que tu es là, est-ce que tu ne veux pas venir au British International High School pour faire un petit masterclass. C'est comme ça que je suis arrivé. Donc, j'ai été invité au British International High School. Et là, donc, les gens ont pu voir un peu la séquence. Mais on n'invite pas n'importe qui à British International High School. C'est quand même une autre école de référence. Et c'est comme ça que j'ai été invité là-bas. Et donc, j'ai donné ce masterclass aux senior students de musique. Donc, j'étais aussi en Chine, j'étais à Shenzhen. J'ai fait le festival international de Montreal International Jazz Festival. Tu n'as pas peut-être passé des capsules où j'ai joué dans l'une des grandes salles qui s'appelle le Théâtre Maisonneuve. C'est beaucoup plus grand que l'Olympia et beaucoup plus beau de Paris. Donc, je tourne comme ça généralement en Europe où je fais beaucoup de concerts. Là, je travaille beaucoup plus en Allemagne. Je sillonne l'Allemagne pour l'instant. Et donc, ça fait partie de mon métier. Et ce métier n'est pas arrivé comme ça. J'ai eu un parcours assez inédit. Je ne suis pas allé dans une école. Des gens me demandent, ça fait que tu as commencé à jouer du piano quand tu étais petit? Non. J'ai appris à jouer du piano tout seul. Donc, je suis un autodidacte. Même pas à l'église? Non, même pas à l'église. Le piano, j'ai commencé à l'apprendre tout seul. Et à l'époque, je n'avais même pas un piano. J'ai dû dessiner les notes de piano sur du papier craft. Je mettais mes doigts sur les accords comme ça, sans son. Je devais courir un peu partout dans la ville pour prêter attention où il y avait un son d'un orchestre, pour voir s'il y avait un orgue pour pouvoir
commencé à jouer et ça, je suis donc parti du Cameroun très tôt, sillonné l'Afrique, en passant par le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire où je m'étais installé. Je travaillais en Côte d'Ivoire pendant presque 9 ans. Et donc en Côte d'Ivoire, comme j'ai vu que j'étais un peu bloqué sur le chemin, j'ai décidé d'aller apprendre à lire. Donc je suis allé au conservatoire pour apprendre à lire les notes. Et arrivé au conservatoire, on m'a fait sauter la même année, j'étais passé en 2e année, et puis l'année suivante en 3e année. Et là, en 3e année, je rencontrais un professeur, le professeur Yassé, qui était lui-même un trompettiste. Donc à la fin de cours, il m'avait appelé un soir. Il s'était rendu compte qu'il y avait un élève qui était un peu particulier dans sa classe. Donc il m'appelle et il me dit « Vous êtes professionnel ?» Je dis « Oui, monsieur. » Il dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Donc je lui raconte mon parcours, mon histoire, que je suis là parce que j'ai appris à jouer du piano tout seul, mais je bloque quelque part et donc j'ai décidé d'apprendre à lire pour pouvoir travailler avec des méthodes pour avancer. Il m'a dit « Ne reste pas ici. Va continuer à travailler comme tu travailles, sinon on va te fomenter. » Il a eu parfaitement, ça peut paraître dingue aux gens, mais il a eu parfaitement raison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je joue, j'ai un droitier du piano qui est unique. Je prends juste une anecdote. Il y a des amis, je travaillais à l'époque ici dans l'un des palaces, je ne citerai pas le nom. Et puis je me suis retrouvé à Spa 5 ans plus tard, je ne les ai plus revus. Il descendait de l'ascenseur avec sa femme, il a dit à sa femme, ce que j'entends là, c'est du bachot. Sa femme lui dit, mais tais-toi, comment c'est du bachot? Ça fait 5 ans, on ne l'a pas vu. Il dit, ce que j'entends, c'est du bachot. Effectivement, il descend et puis sa femme vient et hurle. Il me dit, il m'embrasse, il me dit, tu sais, mon mari a dit, c'était toi qui jouais. Il a entendu juste le son. Donc, effectivement. Donc, voilà. Mais justement, M. Charles Goerens, en entendant le témoignage de Bachot Mouna, on se rend compte que vraiment, à travers la culture, il y a l'ouverture et ça permet aussi l'atténuation des préjugés. Est-ce que la diversité culturelle ne devrait-elle pas être imposée? Parce qu'on se rend compte, comme on a vu dans la première capsule, qu'il y a quand même une carence de la diversité, même au niveau des médias. Or, maintenant, on est tout à fait d'accord que voilà, la culture, la diversité permet l'ouverture et en conséquent le développement. Il ne faudrait pas peut-être être plus ferme au niveau de la culture, de la diversité? C'est vous, les Africains, qui devrez être plus fermes. Hein. Ce n'est pas à nous de vous imposer quoi que ce soit. C'est à vous de dire, voilà, nous voulons donner une priorité au développement culturel. Le développement, c'est quoi? J'ai déjà à maintes reprises rappelé ce qu'avait dit Kizerbo à ce propos. En Afrique, on ne développe pas, on se développe. Donc c'est à vous de vous développer. Et nous, en tant que partenaires des pays africains, nous pouvons jouer un rôle de facilitateur. Et là, il y a une panoplie de possibilités à vous accompagner. D'abord, je crois que vous avez des créateurs qui méritent d'être rémunérés, qui méritent qu'on installe des structures, notamment des sociétés de droits d'auteur, qu'on leur donne accès à la diffusion, au système de diffusion culturelle. Tout cela, nous pouvons l'accompagner. Mais je crois que l'essentiel du chemin pourra et devra être fait par les Africains. Moi, ce qui me rendrait triste, c'est le fait que des créateurs ne trouvent aucune issue pour se déployer. Et donc, c'est là qu'il faut être à l'écoute, il faut être hyper alerte. Et puis, je crois qu'il y a la création artistique, il y a la conservation de documents culturels ou d'œuvres d'art qui méritent aussi d'être soutenues. Je pense notamment à toute la richesse qui a été malmenée à Tombouctou maintenant par les terroristes. Donc, je cite cet exemple parce que j'avais participé à la promotion d'un projet soucieux de conserver les œuvres artistiques qui étaient rassemblées là-bas. Donc il y a 36 moyens de promouvoir cela. Okay. Et David Foka, en tant que vous, diaspora africaine, en Europe, est-ce que pour vous, vous avez des moyens concrets de favoriser cette ouverture? Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de voir par nos propres moyens, parce que nous savons que ce n'est pas les autres qui viendront nous développer. Donc par nos propres moyens, parce que nous travaillons ici,
Donc nous vivons ici, donc nous avons les mêmes moyens aussi que les gens qui vivent dans l'Union européenne. Donc nous pouvons nous développer, donc nous pouvons aider ceux qui sont restés sur place. Mais le problème, c'est que les ministères des cultures africaines, c'est toujours le parent pauvre dans des ministères. Donc il n'y a pas de fonds, le plus souvent, pour les cultures. L'Afrique hésite encore. Vous voyez, vous avez parlé des festivals des arts nègres qui ne peuvent pas avoir lieu parce que personne ne veut mettre de l'argent, parce qu'on croit toujours que non, il faut mettre l'argent plutôt ailleurs et tout. Pourtant, c'est là où il faut mettre l'argent pour que les jeunes comme lui puissent rester. Parce que s'il y avait une structure au Cameroun, là où il est né, il serait resté, il se serait développé rapidement que de perdre beaucoup de temps dans son parcours pour faire tant nombre d'années là-bas, non, il serait resté. Et donc voilà, je pense que l'Union européenne et l'Union africaine devraient s'asseoir autour d'une même table et parler ensemble pour le développement de la culture en Afrique. Mais nous n'allons pas laisser entre les mains de l'Union européenne ou de l'Union africaine. Nous voulons être partie prenante de ce grand mouvement qui va se déclencher bientôt. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis venu même ici à Bruxelles, pas seulement pour cette émission. Nous allons nous réunir demain. Ce sont les experts de la diaspora. On a créé une grande plateforme de la diaspora des 28 pays de l'Union et nous allons nous pencher sur cette question. C'est même pourquoi, au Luxembourg, je me suis engagé dans la politique. Ce n'était pas parce que je voulais absolument être maire d'une capitale européenne, non. C'est parce que je voulais juste montrer un exemple. Qu'avec notre culture, nous pouvons aussi nous imposer ailleurs. Et c'est surtout ça. Ça, c'est vrai. Ousmane. Et pourtant, les pays africains, on dit que la diaspora, c'est la 6e région de l'Union africaine. Mais malheureusement, c'est la parent pauvre. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que c'est loin et que ceux qui sont de l'autre côté ont de l'argent. Donc on ne peut pas les aider, alors que c'est faux. Mais ils peuvent apporter beaucoup de choses qui manquent. Justement, ça me permet de rebondir sur Bachot. On peut dire aujourd'hui, vous êtes devenu un produit culturel. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour stimuler non seulement les gens de la diaspora, mais les gens des pays dans lesquels vous vivez, que ce soit ici au Luxembourg, en Allemagne, en France, les amener donc à s'intéresser sérieusement à la culture africaine? Vous savez, ma réponse va peut-être vous surprendre. Je suis dans cet univers, c'est un univers de requins. C'est triste. C'est bien quand les gens s'asseyent souvent sur les médias pour raconter des choses. La réalité, elle est tout autre. Pour accéder, comme je vous dis, ici, il y a les nouvelles chansons qui viennent de sortir. J'ai envoyé ça dans les radios ici sur place pour la diffusion. Elle est chantée en français avec un clip qui, tout le monde dit « waouh ». Et alors, c'est toujours la même réponse. Oui, ça ne correspond pas dans nos trucs. Parce qu'il y a toujours une discrimination systématique qui est là, qui se fait de manière très polie. Et donc, c'est difficile de discuter, de pouvoir accéder tant qu'il n'y a pas vraiment de structure, ou surtout les gens qui reconnaissent l'individu par sa valeur. On vit dans un système où on a toujours l'impression que ce qui vient d'Afrique est toujours en dessous. Et je dois me battre toute ma vie pour le prouver. Et donc, je dois aller ailleurs, à l'Amérique du Nord ou en Chine, pour que les gens voient que... Ici, d'ailleurs, je preste quasiment plus en Belgique parce qu'on ne sait pas reconnaître la valeur de l'individu et du potentiel qu'on a. Donc, vous me posez cette question pour vous dire qu'est-ce qu'on va faire. Je ne pense pas que ce soit eux qui vont le faire. Je crois que nous, et j'aimerais savoir, et je vais discuter avec M. Gourin, maintenant que je lui ai en face de moi, je reviendrai qu'on ait des discussions pour que moi je sache où sont les structures ici dans la commission qui sponsorisent quoi que ce soit en Afrique. Parce que quand on va amener des gens, que ce soit l'Union africaine ou que ce soit n'importe où, ils prennent l'argent pour mettre ça dans leur poche. Ils ne font rien dans la culture. Donc les gens qu'on doit intéresser, c'est comme M. Foucault qui est ici. Moi, je veux bien être impliqué dans ce genre de développement. Au moment où on va faire quelque chose, j'apporte des idées concrètes parce que j'ai déjà vu. On a un problème de distribution, vous l'avez signalé tout à l'heure. Et tant qu'on a ce problème de distribution, toutes les productions qu'on peut faire, que ce soit ici, que ce soit les artistes sur place, ne pourront jamais vivre de ça. Donc, il y a des choses, j'ai déjà commencé à travailler sur des projets qui sont bien établis, où on a besoin d'une structure, je veux dire, web,
pour la diffusion de la musique africaine. On a d'abord besoin de ça. Donc il y a des choses qui sont très simples qu'il faut faire, auxquelles j'ai élaboré la situation un peu financière des Africains, secteurs. Donc ce projet, je ne vais pas en parler ici pour que les gens appliquent toutes les idées, mais je parlerai tout à l'heure avec M. Gorin. Et donc je veux qu'on nous montre où ça se passe, quels sont les services qui sont ici dans l'Union européenne qui s'occupent de ce genre de trucs, et que donc, quand on apporte des projets, que ce soit des professionnels qui viennent, moi, je viendrai avec ces projets et je veux faire un suivi, et alors on verra des choses qui sont faites, parce qu'on reviendra pour en parler ici, pas l'argent qui part, qui disparaît. On a dit oui, on a donné l'argent, on ne sait plus la tracer. Ok, on va vous laisser conclure, parce que je suis désolée, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous prenez cette main tendue de M. Bachot? Mais oui, la main est tendue, et je crois que le moment est très opportun pour aller dans ce sens. Parce qu'il y a beaucoup de réfugiés africains qui sont venus en Europe ces dernières années, et je crois qu'il serait bien de faire découvrir aux Européens toute la richesse qui est véhiculée avec ces personnes. Tout comme on n'a pas le droit de ne considérer l'Afrique que comme un continent à problème, il y a beaucoup de richesses. Il y a des choses qui marchent, il y a des économies qui ont décollé, et puis il y a des problèmes communs que nous devons attaquer en commun. L'inégalité, l'accroissement des inégalités, chez vous, chez nous, ça existe. Donc mettons en commun nos connaissances, nos expertises, notre expérience, et on pourra aller très loin, aussi dans le domaine de la culture. Merci. Je me permets d'offrir au nom de Bachot voilà, à nos deux autres invités. Voilà, et je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Vous êtes les bienvenus, bien entendu, pour une prochaine, et on pourra débattre d'une deuxième partie. Merci. Merci, Mona. Merci. Merci. Merci.